Bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir en compagnie d'Andrea Seigné. Andrea est historienne, elle est l'auteure d'une thèse sur les correspondances des pionniers. Et elle a étudié tout ce qui a été écrit, je dirais, sur la période entre 1890 et 1914. Qu'est-ce qui a été échangé entre les pionniers et comment, ensemble, ils ont créé l'aviation du début. Donc, je vais te laisser la parole. Quelques consignes d'usage. Alors, vous ne cliquez pas sur demander le contrôle parce que sinon c'est vous qui devenez animateur et ça fait un bug. C'est la première chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la conversation ou alors prendre votre micro et poser la question directement. Andrea, c'est à toi. Merci. Bon, merci pour la présentation. Donc, effectivement, le sujet de ma thèse, ça a été de travailler sur les correspondances des pionniers de l'aviation, en tout cas tous les écrits privés que les pionniers ont pu créer et rédiger entre 1890 et 1914. Alors pourquoi 1890? Parce qu'on estime que c'est à peu près à cette période-là que les premières théories sur le plus lourd que l'air ont commencé à émerger. Et puis 1914, bien sûr, vous l'aurez compris, avec le début de la Première Guerre mondiale, qui vient mettre un terme à toute la conception de l'invention du premier aéroplane motorisé. Donc, très concrètement, dans cette petite conférence, je vais vous faire un résumé, bien sûr, mais l'idée, c'est surtout de s'intéresser à qu'est-ce que les pionniers ont échangé comme information pendant la conception de l'invention et quels étaient finalement leurs centres d'intérêt, quelles ont été les stratégies de communication pour parvenir les premiers à inventer l'aéroplane. Et puis, au fur et à mesure de ces usages, quel type d'information a été le plus intéressant à échanger, toujours dans l'intérêt de l'amélioration de la technologie. Donc, on parle de réseau de pionniers. Je vous montre juste une petite image. C'est une micro-capture, en fait, d'une ébauche du réseau social des pionniers. Donc en jaune, vous avez des pionniers que vous avez dont vous avez déjà parlé la semaine dernière, des pionniers comme Octave Chanute, les frères Wright, Clément Ader, Louis Mouillard, l'allemand Otto Lilienthal. Et l'idée, en fait, ça a été de commencer les recherches sur ces pionniers-là, d'observer les documents privés qu'ils avaient échangés avec d'autres pionniers. Et puis, petit à petit, par un phénomène de cascade, on arrive à créer un premier réseau social. Et chaque individu a pu être, à un moment donné, relié et affilié à une structure beaucoup plus grande. Ça peut être une structure comme l'armée, ça peut être une structure comme les sociétés aéronautiques de l'époque ou des sociétés scientifiques. Et petit à petit, on arrive à construire les liens qui ont pu exister entre ces individus et des structures beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est une première ébauche du réseau social. À l'échelle individuelle, je vous ai pris une capture du réseau épistolaire des frères Wright, qui, pareil, a été classé par catégorie. Donc, on voit qu'ils ont échangé en vert. Vous avez, par exemple, tous les pionniers qui se sont intéressés à la question de l'aéronautique. On voit qu'ils ont échangé avec de nombreux pionniers. En bleu, à droite, vous avez toutes les personnes qui sont reliées au domaine industriel. À gauche, en rouge, tous les militaires avec qui ils ont échangé. En orange, c'est par exemple les pilotes qu'ils ont engagés dans leur compagnie. Donc, vous voyez en fait que chaque relation, elle a un objectif bien précis en fonction du milieu social et du type d'information, et bien que les individus peuvent à un moment donné échanger dans cette course à l'invention technologique. Les origines du réseau des pionniers de l'aviation, on va les trouver dans les structures aériennes, les structures sociales qui existaient déjà à l'époque dans le monde de l'aérostation. L'aérostation, vous le savez, tout au long du 19e siècle, elle a conquis l'Europe et
l'aérostation, elle s'est construite autour de structures, de sociétés savantes, de sociétés aériennes, et l'armée aussi qui s'est énormément intéressée à l'aérostation. Et en fait, les tout premiers pionniers de l'aviation, donc ceux qui se sont intéressés au plus lourd que l'air, ont commencé à intégrer ces structures déjà existantes et ont apporté avec eux leur théorie du plus lourd que l'air. Alors, trois types de structures très intéressantes que les pionniers ont pu intégrer à un moment donné pour faire valoir leurs recherches et pour les partager. Eh bien, il y a d'abord l'armée. Il y a ensuite toutes les sociétés savantes et purement scientifiques de l'époque. Et il y avait également les sociétés aériennes et les sociétés sportives voilà, qui, elles, se consacraient plus voilà, au domaine du loisir. L'idée, c'est de se dire... Est-ce qu'il suffit d'intégrer une de ces structures aux pionniers pour finalement parvenir à émettre leurs recherches et à les partager? Eh bien, on va se rendre compte à travers quelques exemples que ça n'a pas toujours été facile et qu'il ne suffisait pas finalement d'intégrer une de ces structures pour parvenir à ces fins. Je prendrai l'exemple de Clément Ader dont vous avez parlé la semaine dernière. Clément Ader, qui est un ingénieur réputé, a très rapidement pris contact avec l'armée. Pourquoi? Principalement parce qu'il avait besoin de financement. Les recherches à l'époque coûtent très cher et l'armée, à ce moment-là, elle est en mesure de financer ce type de recherche. Et Clément Ader, il avait aussi le souci de servir sa patrie. À ce moment-là, science et patrie étaient des choses qui étaient quand même assez liées. Donc voilà, il avait envie de servir son pays. Donc en 1894, il signe un contrat avec l'armée. Et en fait, il va se rendre compte très rapidement que l'armée, elle lui a demandé un cahier des charges beaucoup trop important. Il devait fabriquer une machine qui devait voler très haut, très loin, qui était capable de supporter des charges. Et en fait, très vite, il va se rendre compte que l'armée n'a pas compris en fait les réalités technologiques de cette époque. Clément Ader ne pouvant pas y répondre, il a dépensé tout l'argent dans ses recherches et très vite, il va se retrouver un peu dos au mur. En 1897, l'armée lui demande de commencer ses expériences et en 1897, il va réaliser ses essais à Satory avec son avion numéro 3. Ces essais qui vont s'avérer être un échec, puisqu'il va réussir à légèrement surélever son appareil, mais il va très vite en perdre le contrôle et il va casser son appareil. Le contrat va se terminer l'année suivante et en 1898, c'est la fin de ce partenariat et Clément Ader, finalement, tombe presque dans l'oubli, si je puis dire, par rapport à ses recherches en matière d'aéronautique. Cependant, Clément Ader, il a conservé toute la correspondance qu'il a échangée avec les militaires qui menaient le projet à l'époque. Et cette correspondance, il l'a réutilisée des années plus tard lorsqu'il a publié son ouvrage sur l'aviation militaire. Il a intégré toutes ces correspondances dans cet ouvrage pour prouver qu'il avait essayé, du moins à cette époque-là, de faire avancer la recherche technologique et les correspondances lui ont servi de preuve à ce moment-là. Donc là, ça a été un échec, ce contrat avec l'armée, mais en tout cas, voilà, Ader a réussi à prouver, grâce à ses correspondances, qu'il avait tenté quelque chose, bien que à l'époque, il n'avait pas encore toutes les ressources nécessaires pour y parvenir. Un autre type de pionnier qui lui aussi a eu malheureusement des difficultés à intégrer le réseau, c'est Louis Mouillard. Louis Mouillard, qui est un pionnier qui s'est isolé au Caire pour des raisons professionnelles et qui a observé les oiseaux. Il est devenu un grand observateur des oiseaux. Il a d'ailleurs publié un ouvrage en 1881, L'Empire de l'air. Alors c'est quelqu'un qui est entré en fait en conflit avec les sociétés aéronautiques françaises de l'époque par rapport à des questions théoriques. Louis Mouillard, il était persuadé que le problème du vol devait se résoudre en observant notamment les grands planeurs, les vautours, et lui, il était persuadé que le vol plané était la solution. En fait, il fallait que l'avion ait des ailes fixes pour pouvoir être porté par les mouvements du vent. Et il va être en conflit avec notamment la Société française de navigation aérienne à l'époque. On est dans les années 1890,
parce que les dirigeants de cette société, la SFNA, à l'instar de Abel Hureau de Villeneuve, par exemple, eh bien, à l'époque, défendaient l'idée que les premiers aéroplanes devaient avoir des ailes articulées. Et donc, Louis Mouillard, il n'a pas pu vraiment faire valoir ses recherches, parce qu'il est entré en conflit avec cette société qui, du coup, ne donnait aucune visibilité à ses recherches, ne lui permettait pas non plus de les financer, et ça a été un échec pour Louis Mouillard. Alors, par contre, Louis Mouillard, il a eu la chance d'entretenir des correspondances avec Octave Chanute, et on a pu observer, voilà, dans ces correspondances, justement, la nature de ce conflit théorique. On peut voir d'ailleurs, hein, à un moment donné, avec Chanute, ils ont observé la forme des ailes à donner aux avions, notamment ils se sont interrogés sur la courbure des ailes. On le voit, ils se sont dessinés certaines formes d'ailes dans leur correspondance. Ça a été une bouffée d'oxygène pour Louis Mouillard, ces entretiens avec Octave Chanute, qui était aux États-Unis et qui était extrêmement impliqué dans le domaine aéronautique. C'est ce qui lui a permis, en tout cas, de garder un contact avec le réseau, mais c'est quelqu'un qui a été extrêmement isolé du réseau des pionniers de l'époque, et malheureusement, il a disparu beaucoup trop tôt pour pouvoir en profiter. Donc en fait, intégrer le réseau social, intégrer ces structures, établir des partenariats, des relations, ça a été primordial à un moment donné. Et ce qu'on appelle la prise de conscience d'un réseau, c'est-à-dire c'était la capacité des pionniers à entretenir des relations avec le réseau, avec tout un tas de pôles pour pouvoir obtenir les informations nécessaires à un moment donné pour pouvoir mettre en valeur, valoriser les recherches et avancer un petit peu dans le progrès, dans l'avancée technologique de l'aéroplane. Prendre conscience de ce réseau, Octave Chanute, ce pionnier américain, il en a eu conscience très tôt. Dans un discours en 1890, il parle d'une association de chercheurs. Il dit en fait que cette association, elle pourrait mener au succès, parce qu'il estime qu'un seul et même pionnier ne pourra pas être à la fois un inventeur, un ingénieur, un mathématicien, un mécanicien et un financier. En fait, il estime que chaque pionnier pourra apporter par son talent, alors ça peut être un talent technique, ça peut être un talent financier, un talent médiatique, et bien c'est l'association de ces talents qui va permettre à un moment donné l'émergence du premier aéroplane motorisé. Et il en avait conscience, Chanute, et en plus de ça, il avait une capacité, lui, à travers tout son réseau de correspondants, il avait la capacité de fédérer autour de lui et d'associer entre eux tous les chercheurs. Donc, lui, il avait conscience qu'il fallait être en connexion avec les autres et mettre à profit ses compétences pour pouvoir faire avancer l'invention de l'aéroplane. Tous les pionniers n'ont pas eu cette vision-là, cette vision altruiste de Chanute. Je prendrai l'exemple des correspondances entre Gabriel de la Landelle et Clément Ader. Gabriel de la Landelle, il était membre de la Société française de navigation aérienne dans les années 1880-90. Il a échangé des lettres avec Clément Ader. À l'époque, Clément Ader, il ne voulait pas qu'on parle de lui. Il voulait garder ses recherches secrètes et il ne voulait pas publier d'articles, il ne voulait pas qu'on parle de lui. Et la Landelle lui a dit « Soyez vigilants, vous devriez vous intéresser à ce que font les autres, vous devriez apprendre de leurs réussites, mais aussi de leurs erreurs. » Et lorsque la Landelle se proposait à Ader de parler de lui dans ses articles, Ader refusait. Il avait vraiment beaucoup trop peur que ses recherches puissent être volées ou que quelqu'un d'autre puisse s'intéresser à ce qu'il était en train de mener. A contrario, il y a eu des pionniers comme Louis Mouillard et l'allemand Otto Lilienthal qui, eux, avaient très envie de partager le fruit de leurs recherches. Et dans les lettres qu'ils ont écrites à Chanute, ils l'expriment très clairement. Louis Mouillard écrivait à Chanute qu'il avait des plans, des papiers, des documents dans son atelier qui étaient en train de moisir. Et il était frustré de voir que personne ne voulait s'en saisir pour faire avancer ses recherches. Et Lilienthal disait pareil. Il écrivait à Chanute qu'ils invitaient tous ceux qui avaient le temps et l'argent à s'emparer de leurs expériences de planeurs et à reproduire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, vous voyez, tous les pionniers n'avaient pas la même culture du réseau, ou en tout cas, ils n'avaient pas les mêmes craintes vis-à-vis des autres pionniers.
Et en parlant de crainte, on peut prendre l'exemple très probant des frères Wright qui, eux, ont littéralement cadenassé tous les échanges qu'ils ont entretenus. Je vous l'ai montré sur les premières cartes mentales, ils ont eu un réseau épistolaire assez dense. C'est des hommes qui sont restés pourtant très refermés sur eux-mêmes. Ils ont réussi à entretenir des correspondances avec certains pionniers américains comme Octave Chanute. En revanche, ils ont énormément contrôlé les informations qu'ils échangeaient à cette époque. À titre d'exemple, lorsqu'en décembre 1903, ils parviennent à réaliser quelques essais concluants, ils arrivent notamment à faire un petit vol de 260 mètres. Bon, ils cassent un peu leur appareil, ils ne sont pas trop contents, mais en 1903, d'un point de vue technique, ils ont compris beaucoup de choses et ils savent qu'avec les résultats de leurs premiers essais, ils vont énormément progresser les années futures. En décembre 1903, ils écrivent à la plupart de leurs correspondants les plus proches et il leur dit « Surtout, vous ne parlez pas de ce que nous sommes en train de faire. Vous n'en parlez pas à vos amis, vous n'en parlez pas à la presse. Il faut que personne ne sache ce que nous sommes en train de faire. » 2 ans plus tard, en octobre 1905, les frères Wright réalisent une performance incroyable à l'époque. Ils arrivent à faire voler leurs flyers sur 38 km. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là vis-à-vis de leurs correspondants? Ils leur écrivent et ils leur disent « Surtout, vous pouvez désormais parler de ce que nous sommes en train de faire. Ça y est, vous avez carte blanche. Parlez-en autour de vous, parlez-en à la presse si vous voulez, parlez-en à vos amis. Il faut absolument que les gens entendent parler de ce que nous avons fait. » Pourquoi les Wright font ça? Parce que déjà, ils sont conscients que vis-à-vis du reste du réseau, ils ont une avance technologique considérable. Mais ils sont conscients aussi du fait qu'ils sont restés cloîtrés quand même dans leur petite ville de Dayton. Ils n'ont pratiquement rien publié. Ils ne sont affiliés à aucune structure scientifique ou aéronautique américaine ou européenne. Ils sont inconnus au bataillon. Donc, ils ont quand même tout intérêt à ce qu'on parle un petit peu d'eux parce qu'ils ont cette avance technologique. Et ils veulent aussi qu'on parle d'eux parce qu'ils sont en train de, à partir de 1905, ils vont lancer des démarchages auprès des gouvernements. Ils vont vouloir vendre leur appareil, mais sans réaliser d'expérience publique. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Il va se passer qu'il va y avoir une opposition entre les frères Wright aux États-Unis et le réseau français. Pourquoi ? Les frères Wright savent qu'ils ont cette avance technologique sur le reste du réseau. Par contre, ils savent que d'un point de vue réseau social, c'est le néant. Ils ont aucune affiliation, ils sont méconnus. Par contre, en France, le réseau est extrêmement actif. Les sociétés savantes et aéronautiques sont extrêmement visibles. Les sociétés sportives organisent des compétitions aériennes à l'époque. Le mécénat également est extrêmement dynamique en France. Il y a des hommes comme Henri Dutch de la Meurthe ou Ernest Archdeacon qui financent des compétitions aériennes, qui donnent de la visibilité du coup aux expériences des pionniers français. Et en France, il y a aussi des associations de pionniers qui sont extrêmement fructueuses. Je prendrai l'exemple de Louis Blériot, que vous voyez sur l'image à droite. Louis Blériot, il s'est associé à un moment donné avec Gabriel Voisin, qui était un mécanicien hors norme. Et Louis Blériot, lui, il était ingénieur. Et rappelez-vous ce que disait Octave Chanute dans son discours en 1890. Il disait « Il faut absolument qu'il y ait une association de chercheurs. » Et là, en France, il y a tout. Il y a le mécénat, il y a les sociétés sportives, il y a la presse. Et il y a des hommes comme Blériot qui s'associent à des mécaniciens pour lancer des expériences qui vont être assez concluantes. Ces deux hommes vont d'ailleurs se séparer, mais en tout cas, ils vont devenir, une fois séparés, les 2 principaux constructeurs d'avions en France à cette époque-là. Et ça, les Wright, ils en sont conscients. Et ce qu'on va appeler le match France-États-Unis, là je reprends une expression de Claude Carrier, eh bien ça va être cette opposition qu'il va y avoir entre les frères Wright d'un côté et les Français de l'autre entre 1905 et 1908. Les Wright, je vous l'ai dit, démarrent en 1905 des démarchages. Donc, ils vont aller voir le gouvernement américain d'abord, bien sûr. Ça va s'avérer être un échec. Ils vont ensuite vouloir se rendre auprès des gouvernements européens.
ça va être un échec. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de faire des démonstrations en public. Cependant, les Wright, ils vont porter une grande attention à tout ce qui se passe en France. Et on le voit dans les archives. Je vous ai mis sur la petite image là des captures des images de leur dossier en fait. Ils montaient des dossiers où ils collaient tous les articles de presse qui parlaient de navigation aérienne en Europe et aux États-Unis. Donc ils étaient extrêmement vigilants sur ce qui se passait. Et à cette époque-là, ils vont entretenir une relation épistolaire très intéressante avec le militaire français Ferdinand Ferber. Et Ferdinand Ferber, il va les encourager déjà dans leurs négociations avec les gouvernements. Il va aussi leur donner une certaine visibilité en France en lançant des souscriptions nationales pour que l'on puisse acheter la machine des Wright. Bon, ça s'avérera être un échec, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très motivé à l'idée de valoriser les frères Wright. Cependant, Ferdinand Ferber, il va aussi apporter une certaine réalité dans ses lettres et dans ses échanges. Il va expliquer aux Wright, vous en aviez parlé la semaine dernière, eh qu'en France, nous, on fait des démonstrations en public en France. Voilà ce qu'il leur écrit. Il dit, en France, il y a des expériences pratiquement tous les jours. Donc, si vous refusez obstinément à ne pas voler, à un moment donné, vous allez vous faire piquer la vedette. Et à titre d'exemple, il leur écrit, vous voyez, vous voulez vendre votre machine 1 million de francs. Regardez, l'État français, il préfère acheter un dirigeable. Je vous ai mis la photo du dirigeable de l'entreprise Le Body. Voilà. Il préfère acheter 900 000 francs un dirigeable plutôt que d'acheter un aéroplane 1 million de francs. Et donc, Ferber va apporter cette réalité, il va transporter cette réalité dans ses lettres et il va aussi transporter d'autres informations, des informations un petit peu plus gênantes, celles qui vont surtout concerner les compétiteurs, les concurrents des frères Wright. Alberto Santos Dumont est l'un des principaux protagonistes qui va faire son apparition dans les correspondances des frères Wright. Santos Dumont, ingénieur brésilien qui s'est installé en France dans les années 1890, c'est quelqu'un qui est énormément visible en région parisienne parce qu'il s'est intéressé au plus léger que l'air, il a construit de nombreux dirigeables et il s'intéresse aussi à la question du plus lourd que l'air. En 1901, il a été connu de tout le peuple parisien en remportant le prix Dutch de la Meurthe. Et c'est quelqu'un qui va faire de nombreuses expériences en public. Santos Dumont, il va commencer à apparaître dans les correspondances des Wright comme un concurrent direct. Et en fait, il va réaliser des performances, vous allez le voir, bien en deçà de celles que les frères Wright ont réalisées. En novembre 1906, Alberto Santos Dumont réalise, en tentant de remporter le prix Dutch Archdeacon, il réalise une performance de 220 mètres. C'est l'émulation en France. 220 mètres, c'est incroyable. Sauf que les frères Wright, ils rigolent. Ils rigolent parce qu'en octobre 1905, un an auparavant, eux, ils volent sur 38 km. Sauf que ce qui commence à les agacer, c'est que leurs correspondants en France, notamment Albert Francis Zam, qui est un Américain qui est membre de l'Aéroclub de France, qui est à Paris à ce moment-là, il croise tous les jours Alberto Santos Dumont. Dans le cadre des repas de l'Aéroclub de France, il le croise et voici ce qu'il écrit aux frères Wright. Il dit, écoutez, j'ai croisé Alberto Santos Dumont hier et franchement, il ne croit pas un mot de ce que vous avez réalisé aux États-Unis. Donc ça, les frères Wright, ça commence à les agacer. Ça les agace et dans une lettre que Ferdinand Ferber leur écrit le jour même où Santos Dumont réalise ses fameux 220 mètres, Ferber dit, écoutez, là, il écrit, il est dit, inutile de vous dire, je vous l'ai dit plusieurs fois, que les expériences de Santos Dumont, elles font tomber le prix de votre machine à presque rien. C'est-à-dire que plus les Français réalisent de performances, plus le prix de 1 million de francs que les frères Wright veulent pour leur machine est en train de dégringoler. De plus, ce que leur dit Ferdinand Ferber dans cette lettre, c'est extrêmement intéressant. Il leur dit, vous n'ignorez pas que la consécration des choses se fait à Paris. Vous risquez de perdre la gloire d'être les premiers inventeurs. Et là, on sent que la pression, elle est en train de monter dans les courriers qu'ils reçoivent, parce qu'en fait, il y a tellement d'émulation en France que peut-être que c'est en France que les premiers inventeurs vont obtenir la consécration. Il y a un deuxième événement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1906, les frères Wright, ils rigolent. Dans leurs lettres, toutes les lettres qu'ils écrivent à leurs amis, ils se moquent
d'Alberto Santos Dumont, ils se moquent des Français parce qu'ils savent qu'ils ont une avance technologique considérable. Cependant, en 1908, le 13 janvier 1908, le Français Henri Farman propose une autre performance, celle de réaliser le premier kilomètre en circuit fermé. À nouveau, il y a des gens qui vont écrire, des amis des Wright qui vont leur écrire en leur parlant d'Henri Farman. Arnold Fordyce, je vous ai mis une petite carte postale en bas à gauche. Arnold Fordyce, qui est à l'époque l'agent des frères Wright en Europe, leur envoie une carte postale où on voit l'appareil de Farman le jour où il a remporté cette compétition avec son fameux kilomètre. L'aéroclub d'Amérique, qui avait énormément sollicité les Wright, écrit un courrier aux Wright à cette époque-là en leur disant « Écoutez, on a invité Henri Farman à venir faire une tournée aux États-Unis. Est-ce que vous ne voudriez pas vous joindre à nous ?» Là, les Wright, ils sont quand même piqués au vif. Ils sentent que, médiatiquement, les Français sont en train de prendre le dessus, alors que leurs performances, elles sont presque ridicules par rapport à leurs 38 km. Donc les Wright, ils vont prendre une décision. 6 mois après la performance d'Henri Farman, Wilbur Wright accepte un contrat avec une société privée. Il arrive en France en juin 1908 pour pouvoir réaliser toute une série de vols en public et ensuite obtenir des contrats commerciaux en France. Et là, ce qui est intéressant, à partir de juin 1908, c'est le changement de ton dans les lettres que Wilbur écrit à sa famille. Comme je vous le disais, les Wright, entre 1905 et 1908, ils sont persuadés d'avoir une avance technologique. Et dans leurs lettres, ils sont relativement assez arrogants, persuadés et sûrs d'eux. Ils parlent des Français comme de vulgaires casseurs de bois, Sauf que quand Wilbur arrive en France et qu'il rencontre les Français, eh bien, toutes les lettres qu'il va écrire à son frère, à sa sœur, à son père, elles sont finalement troublantes d'affection pour les Français. Déjà, il écrit qu'il est extrêmement bien accueilli. Il écrit que les pionniers comme Louis Blériot ou Henri Farman sont des types en réalité extrêmement sympathiques. Et il dit à un moment donné, il dit, mais en fait, il écrit à son frère, il dit, mais en fait, ils ne sont pas du tout comme les journaux en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, les Wright se sont fait une représentation des Français à travers le regard des autres ou à travers le regard des journaux. Et lorsqu'ils les rencontrent en réalité, eh bien, en fait, ils se rendent compte que ces types sont franchement très sympas. Et ça, on ne peut l'observer que dans les lettres qu'ils s'échangent. Wilbur arrive seul en France, c'est l'exploit. Alors là, c'est l'exploit tant attendu. Il réalise toute une série de vols, il reproduit des performances qui égalent celles qu'il avait faites en 1905, il bat des records, tout est officialisé. Ça y est, il obtient la reconnaissance. Les frères Wright sont les premiers à avoir fabriqué le premier aéroplane motorisé, il n'y a plus de doute. Ce qui est très intéressant dans les échanges épistolaires à cette époque, c'est qu'ils vont énormément augmenter. Je vous ai mis un petit schéma en haut à droite, c'est en fait l'accumulation de tous les correspondants année après année entre 1899 et 1913. Et vous pouvez l'observer très clairement. L'année 1908 et l'année 1909, le nombre de correspondants double, triple même parfois par rapport aux années précédentes. En fait, l'arrivée en France de Wilbur Wright, ça va créer, il intègre le réseau français, le réseau aéronautique très dynamique de l'époque, et du coup, toutes ces relations, elles vont exploser. Il va avoir de nombreux correspondants, il va se faire des amis. On le voit, il rencontre énormément de personnalités mondaines. On le voit en haut à droite, j'ai mis une photo de sa sœur et de son frère Orville qui ont rejoint Wilbur entre 1908 et 1909. Ils l'ont rejoint en France très rapidement. Et on voit aussi, je vous ai mis quelques lettres, on voit les lettres qu'il reçoit de la part des pionniers français. On voit Louis Blériot qui lui a écrit. Il le félicitait de tous ses exploits. Et on voit aussi une carte postale en bas à droite. Alors ça, c'est le côté un petit peu rigolo. Wilbur Wright, il a fondé une première école d'aviation à Pau. Il a rencontré des membres de l'aéroclub de Pau, dont Paul Tissandier. Et Paul Tissandier, il a créé des liens très proches avec Wilbur Wright, au point de lui envoyer une carte postale de ses vacances au ski. Donc, vous voyez, les liens ont été très forts et ce genre d'échange épistolaire
est très intéressant à cette époque-là pour comprendre que Wilbur Wright a énormément apprécié d'intégrer le réseau français et d'obtenir cette reconnaissance. Les Wright vont très rapidement rentrer aux États-Unis. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils ont obtenu la gloire, eh bien, ils vont démarrer tout le processus industriel de fabrication des avions. Ils partent d'Europe en ayant créé quelques contacts, que ce soit en Grande-Bretagne ou en Italie, en ayant vendu quelques avions, et ils sont en relation avec des pilotes, et ils vont se tenir à l'écart de ce qui va se passer un petit peu partout en Europe et un petit peu aux États-Unis, c'est-à-dire l'avènement de l'aviation commerciale et sportive. L'aviation commerciale et sportive, elles sont à mettre ensemble, c'est-à-dire que à partir de 1908-1909, c'est l'explosion, c'est la création des premiers meetings aériens, et c'est pendant ces meetings que les avions vont être perfectionnés, utilisés, et c'est là où les constructeurs vont se donner rendez-vous, finalement, pour observer leurs prototypes et tenter de les améliorer. Les Wright, ils vont se tenir un petit peu à l'écart de tout ça, mais on va quand même observer dans leurs échanges épistolaires, eh bien, qu'il y a une recherche de perfectionnement de leurs prototypes en Europe. Deux choses vont se passer. La première, les frères Wright, ils vont entretenir des correspondances avec notamment Charles Rolls en Grande-Bretagne, qui s'est porté garant pour utiliser leur machine et la valoriser. Ils vont avoir des échanges très intéressants sur le perfectionnement de la machine. Et d'un autre côté, les Wright vont accepter de créer une équipe d'exhibition aux États-Unis pour valoriser leur machine aussi. On va parler de Charles Rolls. Les échanges épistolaires de Charles Rolls, donc de l'entreprise, vous l'aurez compris, Rolls-Royce, c'était un jeune entrepreneur très ambitieux qui s'est intéressé à l'aviation. Et Charles Rolls va utiliser la machine des Wright et il va leur écrire des lettres, pas compromettantes, mais des lettres dans lesquelles il va très franchement leur dire ce qu'il pense de leur appareil vis-à-vis des machines françaises. Charles Rolls, il va d'abord se plaindre du système de maniement des leviers de commande de l'appareil Wright. Vous pouvez le voir sur la photo, en haut à droite, vous avez 3 leviers de commande. Vous voyez les 2 pilotes, ils tiennent chacun un levier, il y en a 3. Charles Rolls va dire au Wright, écoutez, vos 3 leviers de commande, c'est trop compliqué, c'est trop casse-tête, il faut améliorer tout ça. Eux, les Français, ils ont fait des leviers de commande beaucoup plus pratiques. Deuxième chose, il va leur dire, écoutez, votre appareil, il n'est pas assez puissant. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer un nouveau moteur? Vous savez, les Français, ils font des moteurs sympas. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de mettre un nouveau moteur? Les frères Wright, ils vont dire non. Si vous mettez un autre moteur, ça va perturber toute la maniabilité de la machine. Non, vous laissez la machine telle qu'elle. Et il leur dit pourtant, le Farman numéro 3, il a l'air sympa, il a l'air performant, il est robuste, il est maniable. Peut-être vous pourriez vous en inspirer pour améliorer votre machine. C'est un non catégorique. Les lettres des Wright, elles sont claires là-dessus. Ils ne changeront pas ni le moteur ni leur machine. Charles Rolls va pointer du doigt un dernier problème, c'est celui du rail de lancement. À l'époque, l'appareil des Wright ne dispose d'aucune roue et en fait, pour être propulsé, il faut qu'il soit lancé sur un rail de lancement. Et Rolls, il est en train de leur dire, écoutez, sur les terrains d'aviation, lorsque les organisateurs ils voient arriver des pilotes avec des appareils Wright, ils tirent un peu la tronche parce que va falloir prendre 1 heure pour installer le rail de lancement, ça va faire perdre du temps aux organisateurs, c'est extrêmement compliqué. Il leur dit, vous voyez, les aviateurs français, eux, ils ont installé des roues sur leurs appareils et franchement, c'est beaucoup plus pratique. Ils peuvent atterrir et décoller de n'importe où. Donc Charles Rolls, il a un regard extrêmement important. Ces lettres resteront pour la plupart sans réponse. Et ce qu'il va faire tout simplement, il va finir lui par acheter un Farman numéro 3 et il en sera très satisfait. Charles Rolls, comme beaucoup de jeunes aviateurs à l'époque, va se tuer. Il va finir par se tuer lors d'un meeting. Et j'en reviens à l'équipe d'exhibition des frères Wright. À l'époque, l'aviation sportive, elle emballe tout le monde et l'aviation est extrêmement meurtrière à cette époque-là. Pourquoi? Eh bien parce que les pilotes veulent casser des records, ils veulent à tout prix obtenir des prix qui sont des prix extrêmement intéressants, des prix financiers bien sûr. Et ce que l'on va apprendre
c'est que les frères Wright vont entretenir une correspondance assez intéressante avec les pilotes qui vont constituer leur équipe d'exhibition. La première chose, c'est que tous les accidents, tous les dysfonctionnements, toutes les pannes que les pilotes vont rencontrer avec l'appareil Wright feront l'objet d'un rapport. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, les Wright écrivent à tous les pilotes en leur demandant « Faites-moi un rapport sur ce que vous avez observé, sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez fait au moment de la panne, etc. » Ils veulent un décryptage complet. Et les correspondances, elles leur servent à ça, à pouvoir diagnostiquer les problèmes. Sauf que ce qu'on apprend aussi des correspondances avec les pionniers, les pilotes de l'équipe, c'est tous les comportements un petit peu considérés comme déviants par les Wright. Ils se rendent compte que leurs pilotes, en voulant casser des records, eh bien, ils prennent des risques et ils cassent les machines. Et dans les lettres, on peut lire des sortes de mises en garde que les Wright ont écrites à leurs pilotes en leur disant « Maintenant, ça suffit. Vous arrêtez vos acrobaties, on n'est pas là pour ça, on est là pour valoriser des machines, on est là pour les vendre. Donc vous arrêtez de faire des acrobaties. » Le problème, c'est que les pilotes de l'équipe d'exhibition Wright ne vont pas arrêter de faire des acrobaties et ils vont pratiquement tous se tuer. Et c'est intéressant parce qu'on sent la tension dans les échanges épistolaires par rapport à ces accidents successifs, ces accidents mortels qui vont malheureusement porter préjudice aux appareils Wright. Une autre tension que l'on va observer dans les correspondances des frères Wright, c'est celle qui va concerner les brevets. Les Wright vont rapidement déposer un brevet concernant notamment le système de gauchissement des ailes, ce système qui permet une torsion des ailes et qui permet aux aéroplanes de tourner. En Europe, en France notamment, tous les constructeurs utilisent ce système sans avoir acheté la licence, bien évidemment. Ils ont amélioré un petit peu le mécanisme, les Wright sont au courant et dès qu'ils rentrent aux États-Unis, ils posent le brevet et ils commencent à lancer des procédures judiciaires pour pouvoir empêcher les constructeurs français notamment de voler aux États-Unis. Alors je vous ai mis une petite photo de Louis Paulan en haut à droite. Louis Paulan, il fait partie de ces aviateurs français qui ont été invités aux États-Unis pour faire des exhibitions. Et bien, Louis Paulan, il va être très rapidement prié de rentrer chez lui avec son avion parce que son appareil utilise un système de gauchissement sans avoir payé les frais de licence. Il y a un Américain qui va faire les frais de cette guerre des brevets, c'est l'industriel Glenn Curtiss. Glenn Curtiss, il va baser finalement toute sa fortune commerciale sur l'industrie aéronautique. Il va fabriquer des avions avec le système de gauchissement, sans licence, bien évidemment, et il va faire l'objet d'une procédure judiciaire. Ce qui est très, très intéressant, c'est que les frères Wright, ils vont attendre que Glenn Curtiss parte à Reims en 1909 pour démarrer la procédure judiciaire. Et Glenn Curtiss, il est au courant qu'il va être poursuivi en justice et il écrit aux Wright, il leur écrit une lettre dans laquelle déjà il les félicite pour leurs exploits, tout ça, et dans laquelle il va commencer à proposer un arrangement. Ce qui est intéressant, c'est que tous les échanges entre les frères Wright et Glenn Curtiss vont être extrêmement courtois. En fait, ils s'entretiennent de manière tout à fait normale, alors qu'il y a quand même une énorme procédure judiciaire qui les oppose. Mais leurs lettres, elles sont extrêmement courtoises et c'est presque plaisant à lire, en fait. Pour la petite histoire, cette guerre des brevets, elle va s'achever en 1917. Lorsque les États-Unis entrent en guerre, le gouvernement fait un petit peu le bilan de sa flotte aérienne, se rend compte que c'est catastrophique, que l'industrie aéronautique, elle ne s'est absolument pas développée aux États-Unis à cause du monopole des Wright sur la fabrication. Et donc, le gouvernement va mettre fin à cette guerre des brevets en arrêtant d'octroyer le monopole à l'entreprise Wright. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer en fait à quel point les Wright se sont obstinés à vouloir obtenir la reconnaissance commerciale sans s'intéresser finalement à l'aspect sportif de l'aviation à l'époque, qui était pourtant nécessaire pour améliorer les machines. À titre d'exemple, le pilote Louis Blériot obtient une reconnaissance sportive incroyable en juillet 1909 en traversant la Manche,
Ça va faire de lui une personnalité extrêmement médiatique et il va devenir l'un des premiers constructeurs français et européens à cette époque et il obtiendra toute sa fortune là-dessus. Et les Wright ne se sont absolument pas emparés de ce type d'événements sportifs. Aux États-Unis, pourtant, il y a des hommes comme John Moisant. Je vous ai mis une petite photo de l'équipe du cirque volant qu'il a créé à cette époque, parce que John Moisant, il était intéressé par les exhibitions aériennes, par le spectacle aérien, et il a fait venir tout un tas d'aviateurs français pour valoriser les machines à travers des exhibitions aériennes. Les Wright se sont tenus à l'écart de tout ça, voilà, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt pour l'aviation sportive. Or, à cette époque, l'aviation sportive, elle est en train de produire finalement une nouvelle page de l'histoire de cette invention technologique en devenant une pratique totalement hors norme, une pratique presque extraordinaire. Et ce que l'on va observer dans les écrits des pionniers, c'est que les tout premiers pilotes vont commencer à rédiger leur mémoire. Et ce n'est pas n'importe quelle mémoire, en fait. C'est vraiment les mémoires des premiers pilotes d'aviation à partir de 1910 et jusqu'en 1914, conscients de vivre une page de l'histoire de l'aviation, et ils vont écrire leurs mémoires. Et dans ces mémoires, on va y lire des choses totalement nouvelles. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus désormais de parler de l'aspect technique et technologique de l'aéroplane, on parle du pilote, on parle de ses sensations physiques, on parle de ses peurs, on parle de toute l'aventure qu'il y a autour des compétitions aériennes. Et là, on a des nouveaux sujets de conversation et des nouveaux intérêts, si je puis dire, dans cette aviation sportive. Roland Garros, il l'écrit dans ses mémoires, des mémoires très intéressantes, d'ailleurs très faciles à lire, que je vous recommande. Il ne parle pratiquement que de sa vie d'aviateur, mais il va parler, comme beaucoup de pilotes, de la souffrance physique, de l'accident et de la mort parfois. Voilà, il le dit, hein, il dit le choc fut d'une extrême violence, je restais paralysé sous les débris, le moindre mouvement me causait de vives douleurs. Il raconte qu'il avait en réalité une fracture du coccyx, mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et en fait, très rapidement, il se rend compte que sa machine est cassée, qu'il ne reverra plus jamais son avion. Et en fait, on a ce lien très important entre l'homme et la machine qui va se tisser à ce moment-là et dont Roland Garros parle à ce moment-là. Ça fait partie des nouveaux sujets qui intéressent les pilotes. Une femme, Marie Marvin, les femmes, elles n'ont pas été épargnées par la pratique de l'aviation. Beaucoup s'en sont emparées. Très peu ont écrit, malheureusement. Moi, j'ai trouvé très peu d'archives de femmes. C'est bien dommage parce que, comme les hommes, elles ont parlé de la souffrance physique qu'elles ont éprouvée au moment de voler et au moment de réaliser des compétitions. Et à l'époque, les interviews, elles pouvaient se faire de manière épistolaire. Le journaliste envoyait une lettre au pilote avec toute une série de questions, par exemple. Puis le pilote répondait en racontant un petit peu son parcours, son aventure, et puis il répondait éventuellement aux questions. Et dans ces questions, il y avait beaucoup de questions sur le ressenti. Qu'avez-vous éprouvé quand vous avez traversé tel endroit? Qu'avez-vous ressenti lorsque votre avion s'est écrasé? Donc tout ça, tout ce qui intéresse à un moment donné les médias, c'est voilà, ce que vit psychologiquement et physiquement le pilote. Et Marie Marvin, elle l'écrit, elle raconte à un moment donné un accident, hein, donc son casque il est littéralement enfoncé dans le sol, elle baigne dans le sang, elle a du mal à respirer, elle creuse un trou, elle raconte pour pouvoir respirer, elle raconte aussi qu'elle était littéralement imbibée d'essence et qu'elle avait qu'une peur, c'était que quelqu'un arrive à côté des débris et s'allume une cigarette au risque de tout faire flamber. Donc vous voyez, ce genre d'échange, ça c'est ce qui intéressait à l'époque le public aussi. Jules Védrine, lui, il a écrit des mémoires d'un autre genre. Jules Védrine, lui, c'est un ouvrier, il a été ouvrier et il s'est emparé de l'aviation sportive pour concrètement prendre l'ascenseur social. Hein. Il est devenu un aviateur très connu, il a obtenu la reconnaissance et la réussite financière. Et lui, par contre, quand il écrit ses mémoires, c'est plus pour parler de sa condition d'ouvrier qu'il a réussi à améliorer grâce à l'aviation. Et c'est quelqu'un qui va intégrer la mort de manière très intéressante
dans ses écrits. Il écrit d'ailleurs, il dit « Je sais combien je serais furieux si jamais je trouvais la mort en tombant dans mon escalier ou en glissant sous les roues d'un autobus. » Clairement, pour Védrine, et comme pour beaucoup d'autres aviateurs, mieux vaut mourir avec son avion que mourir d'une manière tout à fait banale, si je puis me permettre. Donc là, l'aviation, elle est devenue une aventure extraordinaire et il vaut mieux mourir par elle plutôt que, voilà, que de rester un simple mortel. La mort, il en a été question aussi dans d'autres lettres, notamment celle de Ferdinand Ferber. C'est intéressant, je vous ai mis une lettre qu'il a écrite en 1909, au moment où il participe au meeting de Boulogne-sur-Mer. Ferdinand Ferber, ce jour-là, il est victime d'un accident où il va être contusionné. Et vous le voyez, à la fin de sa lettre, il s'est dessiné, il a fait son autoportrait dans lequel on voit qu'il a une énorme bosse sur le front et il écrit qu'il a le visage, la figure un peu en compote. En fait, il en rigole presque, il rigole de cet accident, mais il est conscient qu'à tout moment, il peut mourir. D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il meurt quelques jours après, au meeting de Boulogne-sur-Mer, il meurt écrasé par son moteur. Et Ferber était conscient, il l'avait déjà écrit, notamment dans des lettres qu'il avait rédigées pour sa femme, il était conscient qu'il pouvait mourir. Il écrivait même « Il suffit qu'un fil casse et craque ». Donc c'est vous dire que la mort, elle est presque omniprésente dans les récits de ces aviateurs, de ces premiers pilotes, et les récits des accidents et des chutes mortelles fait partie presque intégrante de ces derniers écrits avant ceux de la Première Guerre mondiale. Une dernière chose par rapport à l'apport des correspondances dans l'histoire des pionniers de l'aviation, c'est comment elles ont pu servir à un moment donné déjà à construire l'histoire que les pionniers avaient envie de léguer, mais aussi comment elles peuvent nous montrer la réflexion que, voilà, notamment à l'exemple des frères Wright, la réflexion que les pionniers se sont posés par rapport à l'existence de ces correspondances. Je m'explique. Les frères Wright, lorsqu'ils obtiennent leur reconnaissance en 1908-1909, ils vont écrire à certains de leurs amis proches, ces amis qui avaient à un moment donné participé de près ou de loin aux expériences, et ils vont leur demander de leur renvoyer tous les courriers qu'ils ont échangés pendant cette période-là. On comprend à ce moment-là qu'ils sont en train de récolter et recueillir tous les documents importants, toutes les lettres dans lesquelles il avait été question des expériences des frères Wright. Ils vont poursuivre. Ce que l'on va lire dans leurs lettres, c'est toutes les tensions relationnelles qui vont se produire après leurs exploits. Par exemple, avec Octave Chanute. Octave Chanute, ils ont une correspondance longue de 10 ans, une correspondance extrêmement importante, et on sent que les liens entre Chanute et les Wright est extrêmement fort. Les Wright, lorsqu'ils ont commencé à donner des interviews et à parler de leurs expériences, ils ont tout de suite occulté Chanute. Ils ont précisé que Chanute n'avait jamais participé ni de près ni de loin à leurs exploits et qu'en fait, il ne devait rien à Chanute. En fait, ils ont eu besoin à un moment donné de couper les ponts pour s'emparer totalement de cette reconnaissance qui leur était due. Chanute l'a très mal vécu. Et on peut lire dans une lettre qu'il leur a écrite en 1910 la déception, l'aigreur même de Chanute en apprenant tout ça. Et il leur a dit, vous n'étiez pas obligés d'aller si loin. Voilà, je vous ai quand même aidé d'une certaine façon, vous n'étiez pas obligés de dire tout ça. Et Chanute meurt quelque temps après. Et là, revirement de situation, les Wright écrivent au fils de Chanute en lui demandant de ne révéler à personne les échanges épistolaires qu'ils ont eus avec Octave Chanute. Orville écrit au fils de Chanute, il dit « Cette correspondance, elle a une valeur historique énorme et il ne faut la montrer à personne. » En fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de contrôler jusqu'au bout tous les échanges épistolaires qu'ils ont eus pendant cette période, à l'instar de ce qu'ils ont fait avec le fils de Chanute. Une deuxième chose par rapport à cette fabrique mémorielle, les Wright, quand ils rentrent aux États-Unis, ils sont très rapidement contactés par le Smithsonian Institute.
toutes les lettres qui ont été échangées, elles sont intéressantes parce qu'on se rend compte que le Smithsonian Institute veut organiser une exposition où il veut mettre le prototype des frères Wright, mais ils veulent faire une exposition en même temps qu'une exposition sur les appareils de Samuel Langley, qui a travaillé lui aussi sur des expériences aéronautiques au même moment que les frères Wright. Mais Samuel Langley, il a été secrétaire du Smithsonian Institute, donc il était membre de cette institution. Et les Wright, ils comprennent bien que l'Institut, il veut à la fois valoriser les expériences de Samuel Langley aux côtés de celles des Wright. Sauf que eux, ils refusent. Dans leurs lettres, ils sont catégoriques, ils disent non, non, on ne veut pas que nos expériences, elles soient associées à celles de Samuel Langley. Et ils refusent. Pendant à peu près 30 ans, il va y avoir un conflit entre l'Institut, le Smithsonian Institute et Orville Wright, puisque Wilbur va mourir très rapidement après. Et ce que l'on apprend dans les lettres, c'est qu'il y a toute une phase de négociation entre Orville Wright et le Smithsonian par rapport à l'exposition du flyer. Et il y a une convention qui va être signée en 1943 entre les deux parties. Cette convention, elle stipule que la famille Wright s'engage à donner le flyer au Smithsonian Institute à condition que celui-ci à condition que le Smithsonian Institute ne raconte qu'une seule histoire, c'est-à-dire que les Wright ont volé en premier. S'il s'avère que le Smithsonian accepte une éventuelle controverse à ce sujet, la famille reprendra l'avion. Donc, vous voyez, on sent qu'ils maîtrisent de bout en bout la fabrique de leur histoire et les correspondances des Wright à ce moment-là, elles sont très intéressantes parce qu'elles éclairent un petit peu, elles éclairent sur cette construction mémorielle. Et une dernière chose très intéressante par rapport à l'importance des correspondances et notamment de celle des frères Wright, c'est que la bibliothèque du Congrès à Washington, dans le cadre d'une opération visant à valoriser le patrimoine de l'histoire nationale américaine, a lancé toute une série de numérisation de documents qui a coûté des millions de dollars. Et tous les documents privés des frères Wright ont été numérisés dans le cadre de cette opération. C'est de nombreux documents. Je vous invite à aller voir tous les documents qui ont été recensés à ce moment-là. C'est une quantité énorme et on sent que voilà, les correspondances des frères Wright, elles ont un grand rôle à jouer, en tout cas dans l'histoire des Américains. Donc j'en ai fini pour voilà, cette petite conférence sur le réseau social des pionniers. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que les écrits privés des pionniers, ils ont pu faire à un moment donné la lumière sur certains détails qu'on ne peut pas lire dans les biographies. Des détails qui sont parfois déplaisants, des détails voilà, qui à un moment donné permettent de comprendre des situations un petit peu controversées, mais dont il est très important de parler pour finalement comprendre un petit peu l'évolution de l'invention de l'aéroplane. Alors j'ai cru comprendre qu'il fallait faire des petites questions pour essayer de savoir si vous aviez tout bien compris. Donc je démarre. Voilà, alors je vais essayer de me reconnecter. Sinon, je lis les... Voilà, s'il y a des questions, alors j'ai pas lu la conversation, je suis désolée. Donc je reviens sur mon... Voilà. Donc qui est-il? Clément Ader. Clément Ader, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait en 1897 à Satori? Contrat avec l'armée, il a fait un vol avec l'avion 3. Ouais. Et est-ce qu'il a volé? Il a fait quelques mètres. Moi, je dis qu'il a volé, mais je suis pas objectif. Oh, il a volé. Pour moi, il a volé. Alors, pour voilà. Le général d'Izarag, il a volé aussi. On est plusieurs à dire qu'il a volé. C'est très important parce que alors, Clément Ader, j'en ai pas parlé, mais dans la fabrique mémorielle, Clément Ader aussi, il a essayé de construire son histoire. Et aujourd'hui encore, il y a des restes de cette fabrication mémorielle dont il faut être quand même très vigilant. On dit que Clément Ader a volé. J'ai encore lu hier, je ne sais plus où, sur Internet, que Clément Ader avait volé et qu'on lui attribue la primauté sur l'invention en même temps que celle des Wright. Bon, mais chronologiquement, déjà, c'est pas possible. Et en fait, on lit encore que Clément Ader a volé. Ça fait partie des mises en garde qu'il faut avoir.
Vous savez, c'est cet esprit très patriote, voilà, qui veut que c'est un Français qui a volé en premier. Malheureusement, non, toutes les conditions n'ont pas été réunies à Satori, malheureusement. C'est pour ça qu'on a attribué la primauté au Wright. Mais voilà, être vigilant sur ce qu'on dit encore sur Clément Ader par rapport à Satori et ses vols de 1897. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette photo? Je l'ai passée dans le diaporama. Oui, c'est le flyer. Flyer des Wright. Ouais. Mais c'est pas un avion, il y a un rail. Et est-ce que vous vous souvenez du coup la performance qu'ils ont réalisée en 1905? 38 km. Non, pas au début. Ils ont fait... Ouais, 38 km en 39 minutes. Ah oui, alors, 25 Ouais, 1903 le 1905. premier vol et 1905 38. mais pas avec cet avion-là. Cet avion-là, c'est le tout premier des Flyers. Ouais. C'est avec un Flyer de nouvelle génération qu'ils ont fait. Je vous ai mis une petite... Ok. Alors, je n'ai pas parlé, mais je vous laisse le lire et puis je vous laisse me dire qui est-ce qui a pu potentiellement écrire ça. Pour un des frères White, non? Ouais. Ouais, c'est le genre de gentillesse qu'ils étaient capables de faire, ça, ouais. Exactement. Voilà, c'est pour vous montrer un peu, vous voyez, dans quel état d'esprit ils étaient avant de rencontrer les Français. Voilà, et bien, il y a ce genre de phrases qu'on peut lire dans pratiquement toutes leurs lettres. Et c'est un régal, je ne vous cache pas que c'est un régal de pouvoir lire tout ça. C'est très drôle. Allez, dernière petite question, là on est plus sur l'ordre technique. Simplifier les manettes. Oui. Ouais. Mettre des roues aussi. Mais Oui. oui, c'est un peu progrès, ça. Et voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup Merci. à tous pour Merci à votre écoute silencieuse. On peut, Et on voilà, peut s'il y a poser des une questions, question si jamais. Ouais. Oui, j'ai une question, moi. Lors du premier salon de l'aéronautique en décembre 1908, il y a eu 120 000 visiteurs. Blériot n'a aucune commande et le flyer en a 28 commandes. Est-ce que vous pensez que c'est à partir de ce moment-là ou un petit peu avant qu'il y a eu la renommée des White, qu'est-ce qui a fait que il y a eu 28 commandes de flyers et 0 de Blériot? En Alors, 1908, déjà, hein, je parle. Hein. 1908, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entre 1905 et 1908, il y a beaucoup de sociétés qui s'étaient intéressées justement à l'appareil des Wright. Il y a des souscriptions qui avaient été lancées, des souscriptions qui avaient quand même intéressé pas mal de personnes. Il y avait des délégations qui avaient été envoyées à Dayton pour rencontrer les Wright. Même si ces commissions sont rentrées bredouilles, il n'empêche qu'à l'époque, on avait plus confiance en l'appareil des Wright qu'en l'appareil notamment des appareils de Blériot. Ça a d'ailleurs créé énormément de tensions en France, au sein des institutions. L'Aéroclub de France, ça a chauffé pas mal. On se plaignait en fait on se plaignait de dire oui, mais vous êtes en train de financer une invention qui n'est pas française, c'est inadmissible. Sauf qu'à cette époque-là, notamment Blériot, il casse du bois, il casse énormément de bois. Il en est presque, au moment où il traverse la Manche en 1909, Il est ruiné. Ouais, il est ruiné. Il a hypothéqué sa maison. S'il ne traverse pas la Manche, c'est fini pour lui. Et à l'époque, voilà, les Français cassaient énormément de bois. Je pense que ça n'a échappé à personne parce que toutes les expériences se faisaient en public et devant les journaux. Et donc, je pense que on croyait peu en la fiabilité des machines françaises à ce moment-là. Et je pense que ça a été le résultat de ces commandes au salon c'est le salon du Bourget, c'est ça que vous disiez en 1908. Ce n'était pas encore au Bourget, hein, c'était au Grand Palais et c'était en 1908.
C'est le premier salon de l'aéronautique. Hein. Il y a eu 120 000 visiteurs. Ça a été une grande réussite parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, mais une moins grande réussite pour Blériot puisqu'il a vendu aucun avion. Je sais qu'il y a eu 28 flyers. Alors, je ne sais pas si Santos Dumont avait vendu à l'époque, il y a des gens ici qui peuvent répondre, s'il a vendu sa Demoiselle, qui était extraordinaire. Tout à l'heure, vous parliez de Roland Garros. Il en parle... quand il en achetait un dans un salon, puisqu'il avait une concession automobile et c'est grâce à l'argent de cette concession qu'il s'est pu s'acheter son avion. Ouais. Si mes mémoires sont bonnes, hein. Je l'ai lu l'été dernier, mais... dans ses mémoires, il le raconte. Oui, il en parle. Oui. Ouais. Les Demoiselles, alors là, moi, j'ai pas en tête justement les commandes qui ont pu faire. Je sais que la Demoiselle a intéressé certains pilotes, notamment Hubert Latam, mais ça a été un petit peu plus tard. Hubert Latam a tenté, en 1909, il tentait de traverser la Manche et il me semble qu'il tentait de traverser la Manche avec la Demoiselle. Ah non. Non. C'était un biplan. C'était un biplan? Non, c'était pas un biplan non plus. Non, c'est avec une avionnette. Antoinette. Le Vavasseur. Antoinette. Ah, c'est Antoinette. une Antoinette. Ouais. Bon, de toute façon, il a terminé à l'eau, donc. Oui, mais il aura d'autres records. Hein. Bon, mais merci. Mal. C'était passionnant, franchement. C'était super. Oui, merci. La semaine prochaine, alors on va commencer une série de 3 conférences avec Zachary Boubli. Il va nous faire l'hydraviation la semaine prochaine, les dirigeables. La semaine d'après, il va revenir sur les sportifs, donc Védrine et ses copains. Et la semaine encore après, son sujet de prédilection, la Première Guerre mondiale et la chasse, les chasseurs, etc. J'avais juste encore une petite question. Je l'ai posée par écrit, mais peut-être que Madame Assigny, elle peut répondre. Sur la filiation entre le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et éventuellement Jules Védrine, l'aviateur. Non, je pense pas qu'il y ait de lien de parenté. Je pense Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas du tout. D'accord. Le fils de Védrine a bien été homme politique orienté communiste et Jules Védrine, enfin Henri, comment s'appelle Hubert Védrine, son père était aussi communiste pendant la guerre. C'est la seule filiation qu'il peut y avoir et qui vient du centre de la France entre la Creuse et l'Allier. D'accord. Védrine est originaire de la banlieue parisienne. Hein. Oui. Mais le nom Védrine, c'est le centre de la France, en fait. C'est une affaire à creuser, quoi. C'est ça. C'est un trou en surface, la Creuse. Je vous invite à lire la biographie qui vient d'être faite sur Védrine. 500 pages, mais ça se lit. Je l'ai lu en une semaine pendant les vacances. Là. La biographie, c'est qui l'a écrite? Matra, Monsieur Matra, de mémoire. Hein. C'est un gros pavé. Ça vaut 30 € et ça se lit en une semaine. Monsieur Matra, c'est qui? Un journaliste, un historien, un militaire? Je crois que c'est un gars comme moi, c'est un érudit d'histoire de l'aviation. Ok. C'est les sales types.